Selon John, ces frappes aériennes sont les plus importantes depuis le retour de Trump à la Maison-Blanche et marquent la première fois que des jets américains ciblent ces rebelles Houthis pro-iraniens. Nous les bombardons militairement. Au fait, pour les Houthis, ce n'est pas une chose d'une nuit. Cela continuera jusqu'à ce que vous disiez « Nous avons fini de tirer sur les navires, nous avons fini de tirer sur les actifs ». Comme l'a prédit le secrétaire à la Défense, les frappes contre les Houthis n'ont fait que se poursuivre ces dernières semaines. L'Iran ne peut que regarder, alors que les forces américaines démantèlent le proxy iranien au Yémen. Au cours des 2 dernières semaines, l'United States Ship Harry S. Truman a mené des frappes quotidiennes contre les Houthis, après toutes leurs attaques contre les navires américains. Ces frappes ont éliminé de nombreux commandants Houthis et dépôts d'armes que l'Iran a dépensé des milliards pour construire. Cela n'aurait jamais dû arriver. L'Iran avait construit ce dépôt d'armes profondément sous terre, tout comme les installations nucléaires iraniennes, en espérant que les forces américaines ne causeraient jamais de dommages sérieux. Mais ces tunnels n'ont pas réussi à protéger les Houthis. Et maintenant, les dirigeants iraniens craignent que les installations nucléaires de l'Iran soient nées les prochaines. En fait, l'Iran est tellement préoccupé par la protection de ses cieux qu'il vient d'annoncer qu'il ne va plus aider les Houthis de quelque manière que ce soit. Alors, passons en revue à quel point les États-Unis ont détruit les Houthis. Pourquoi l'Iran les abandonne maintenant? Et quelle est la prochaine étape de l'Iran? Parlons des récentes attaques américaines contre les Houthis. Durant la nuit, les États-Unis ont lancé ce que les analystes décrivent comme l'une des plus grandes missions de bombardement au Yémen depuis des années, ciblant ce que les États-Unis qualifient de dirigeants Houthis et d'infrastructures terroristes. La campagne de l'administration Trump contre le Yémen se poursuit depuis environ 2 semaines. En examinant la politique, qu'est-ce que l'armée bombarde actuellement et en quoi cela diffère-t-il de l'administration Biden? L'administration Trump a lancé de nombreuses frappes de missiles, de jets et de drones contre ce que les États-Unis considèrent comme des leaders Houthis, leur défense aérienne et leurs sites de fabrication et de stockage d'armes. L'une des différences avec l'approche de l'administration Biden, selon les responsables militaires, est la délégation des autorités aux commandants, leur permettant plus de marge de manœuvre sur le timing et les cibles. Et c'est l'autre différence. La campagne de Trump a élargi les cibles pour inclure les dirigeants Houthis et les experts techniques Houthis, ce que l'armée appellerait le réseau Houthi, dit l'amiral à la retraite Kevin Donegan, l'ancien commandant de la marine américaine au Moyen-Orient. Cela inclut les dirigeants, mais pas dans le sens où tout le monde portant le nom de famille Houthis serait nécessairement ciblé. Ce serait le leadership de ceux qui font de la formation, de l'enseignement de ceux qui ont la compréhension de comment utiliser ces armes, qui les assemblent et les construisent. Nick, j'ai mentionné que c'est très similaire à nos actions contre Al-Qaïda, État islamique en Irak et en Syrie, ou Al-Qaïda dans la péninsule arabique, ici au Yémen. La campagne de frappes actuelle cible la direction des Houthis, car ce sont eux qui décident de cibler des navires américains et commerciaux dans la mer Rouge, comme vous venez de l'entendre. Pour bien surveiller la direction, il faut observer leur déplacement accru une fois que les bombes commencent à tomber. Nous rassemblons donc plus d'informations pour guider les prochaines frappes. Une façon dont nous recueillons toutes ces informations est grâce à ce drone, MKQ-9 Reaper. Ce drone est parfois aussi appelé drone Predator B, et est un véhicule aérien sans pilote. Il est capable d'opérations de vol télécommandé ou autonome, et il est développé par General Atomics Aeronautical Systems. Les Reapers sont principalement utilisés comme un atout de collecte de renseignements, et secondairement, contre des cibles d'exécution dynamiques. Grâce à son long temps de vol, ses capteurs à longue portée, ses communications multimodales et son armement de précision, il offre une capacité unique pour mener des frappes, des coordinations et des reconnaissances contre des cibles critiques et urgentes. Parfait pour le Yémen, surtout en ce moment. L'équipage de base pour ce drone est composé d'un pilote qualifié pour contrôler l'avion et commander la mission, et d'un membre d'équipage enrôlé pour opérer les capteurs et guider les armes. Heureusement, l'équipage n'est jamais en danger. Mais comme nous essayons d'être très agressifs avec la collecte de renseignements que nous faisons avec le drone, surtout au Yémen, nous le faisons voler très près du sol. Cela en fait une cible plus accessible pour les Houthis yéménites. Juste hier, nous avons reçu un autre rapport des Houthis abattant encore un autre drone MQ-9 Reaper. Les Houthis abattent un troisième drone, MQ-9. Reaper depuis le 3 mars, le deuxième depuis le début des frappes aériennes du 15 mars. Un autre drone MQ-9 Reaper américain a été abattu par les Houthis au Yémen, selon les sources de Fox News. C'est le troisième drone MQ-9 Reaper abattu par les Houthis au cours du dernier mois. C'est le deuxième drone abattu
au-dessus du Yémen depuis le début des frappes quotidiennes du commandement central américain contre les Houthis le 15 mars. Malgré 20 jours consécutifs de bombardements, les Houthis poursuivent leurs tirs de missiles. Le premier drone MQ-9 a été abattu le 3 mars, peu après, la Maison-Blanche a lancé des frappes aériennes contre les Houthis. Le deuxième MQ-9 a été abattu lundi, et aujourd'hui le troisième MQ-9 a été abattu. Les Houthis ont affirmé que les États-Unis ont mené 36 raids aériens sur le Yémen pendant la nuit. Chaque drone MQ-9 coûte environ 30 millions pièces, selon le Congressional Research Service. Les Houthis ont abattu au moins 13 drones américains depuis le début du conflit Israël-Hamas, en octobre 2023. Une source proche a déclaré qu'ils pourraient avoir abattu jusqu'à 17 Reapers depuis octobre 2023. La demande de drones Reaper est à son plus haut niveau, avec divers commandants militaires américains souvent informés qu'ils ne sont pas suffisants pour leur commandement de combat. La perte de 13 drones MQ-9 Reaper représente environ un demi-milliard de dollars. En décembre 2024, les États-Unis ont 230 MQ-9 dans leur arsenal, un responsable de la défense américaine informe Fox News. Perdre un MQ-9 est un revers coûteux. Mais il faut aussi considérer l'autre aspect de la situation. Il recueille des informations, il recueille des renseignements que nous n'aurions pas autrement, où nous devrions risquer la vie d'informateurs ou de soldats américains sur le terrain pour obtenir ce genre d'informations. Donc, nous sauvons des vies américaines en sacrifiant, je suppose, le MQ-9, parce qu'il vole seul pour recueillir des informations que nous n'aurions pas autrement. Et c'est exactement pourquoi il est plus facile pour les Houthis de les abattre. Mais il y a aussi la deuxième partie de cette histoire qui est comment les Houthis obtiennent toutes les armes pour abattre les drones américains qui coûtent jusqu'à 30 millions de dollars pièce. Eh bien, c'est là que l'histoire devient encore plus intéressante et que la Russie entre en jeu. Pourquoi pas? La Russie est impliquée partout. Le fait que les Houthis aient abattu plusieurs drones MQ-9 Reaper indique qu'ils possèdent un équipement de pointe très sérieux. Nous avons analysé toutes les armes des Houthis. Je vous recommande vivement de consulter notre analyse si vous ne l'avez pas encore vue. Mais je m'égare. Revenons au tweet. La question plus importante est d'où ils ont obtenu ce kit, et la réponse est la Russie et l'Iran. C'est quelque chose dont nous avons crié depuis que le 7 octobre 2023 s'est produit. La Russie est impliquée au Moyen-Orient, et dans tous ces groupes terroristes depuis le début. Beaucoup de gens ne savent même pas que juste après que le Hamas ait mené les attaques du 7 octobre, le lendemain même, la direction du Hamas s'est rendue à Moscou et a eu une réunion complète avec nul autre que Vladimir Poutine. La Russie est profondément impliquée avec le Hamas, l'Iran, les Houthis et le Hezbollah. Nous voyons en fait des armes russes partout au Moyen-Orient, et pas entre les mains des gentils. Elles sont entre les mains des méchants. Alors, qu'est-ce que cela signifie ? Si nous aidons l'Ukraine à vaincre la Russie dans la guerre ukrainienne, cela signifie que tous ces groupes terroristes perdront un soutien qu'ils ont. Tous ces groupes terroristes à travers le monde perdront leurs fournisseurs d'armes. C'est quelque chose que le général Ben Hodges souligne sur notre podcast depuis plus d'un an maintenant. Voici notre dernière discussion à ce propos. Trump a essentiellement commencé à s'assurer que les Houthis du Yémen ne peuvent pas attaquer les navires commerciaux. Pensez-vous que cela pourrait réussir sans troupes américaines sur le terrain, vu le déroulement des combats au Moyen-Orient ? Oui, je ne sais pas quel plan le commandement central américain a élaboré et je ne devrais pas le savoir comment il prévoit de faire cela. Je ne sais pas comment ils vont faire cela. Nous avons essayé l'approche des frappes de missiles contre des emplacements Houthis connus. Nous avons eu la Grande Marine américaine et la Royal Navy et d'autres alliés dans la mer Rouge essayant de protéger les expéditions, lançant des frappes contre les Houthis. Maintenant, heureusement, même si nous avons perdu 3 drones MQ-9 Reaper, nos frappes contre la direction Houthi ont été très réussies. Parce que même l'Iran ne croit pas que les Houthis peuvent survivre au bombardement américain. Et l'Iran a récemment annoncé qu'ils abandonneraient tout soutien aux Houthis. Ce rapport du Télégraphe vient de sortir aujourd'hui, et il dit que l'Iran abandonne les Houthis sous le bombardement incessant des États-Unis. L'Iran a ordonné à son personnel militaire de quitter le Yémen, abandonnant ses alliés Houthis, alors que les États-Unis intensifient une campagne de frappe aérienne contre le groupe rebelle. Maintenant, c'est le même mode opératoire que la Russie a, le même mode opératoire que l'Iran a. La Russie a laissé la Syrie en plan lorsqu'Assad avait le plus besoin de son soutien. L'Iran a laissé le Hezbollah en plan l'année dernière, lorsque Israël décimait essentiellement leur leadership. Et maintenant, l'Iran va laisser les Houthis en plan, pendant que les forces creuses américaines éliminent toute la structure de commandement des Houthis. Quoi qu'il en soit, pour revenir au rapport du Télégraphe, un haut responsable iranien a déclaré que le mouvement vise à éviter une confrontation directe avec les États-Unis si un soldat iranien était tué.
Le responsable a également déclaré que l'Iran réduisait sa stratégie de soutien à un réseau de mandataires régionaux, que l'Iran aime appeler l'axe de la résistance, pour se concentrer plutôt sur les menaces directes venant des États-Unis. Maintenant, il y a aussi une autre nouvelle intéressante dans cet article. On pense également qu'un expert militaire russe à Sanaa, la capitale du Yémen, conseille les Houthis sur la manière de mener leurs attaques tout en les empêchant de cibler l'Arabie Saoudite. Comme je l'ai dit, la Russie est impliquée partout. Dès qu'il y a un méchant, un Russe lui fournit des armes et des renseignements. Mais pour revenir à l'article, il est choquant d'apprendre que l'Iran ne croit pas que les Houthis peuvent survivre à cela. Le Télégraphe continue en disant « La source du régime en Iran a dit « L'opinion ici est que les Houthis ne seront pas capables de survivre et vivent dans leurs derniers mois ou même jours, donc il n'y a aucun intérêt à les garder sur notre liste. » Ils faisaient en partie d'un changement qui dépendait de Nasrallah, l'ancien chef du Hezbollah, et d'Assad, et ne garder qu'une partie du changement pour l'avenir n'a aucun sens. C'est de la folie. Donc, après avoir investi des milliards et des milliards de dollars au cours de la dernière décennie, peut-être même plus, l'Iran se lave essentiellement les mains des Houthis, disant qu'ils ne vont pas survivre, aucun intérêt à les aider davantage. Maintenant, une autre raison pour laquelle l'Iran déplace également une grande partie de son matériel, de ses armes, et même de ses commandants dans le pays, et qu'ils veulent vraiment se concentrer sur la protection des installations nucléaires iraniennes contre toute attaque américaine ou israélienne. C'est pourquoi ils pensent avoir besoin de toute la puissance de feu possible. La dernière fois qu'Israël les a attaqués en octobre 2024, ils sont entrés, ont détruit toutes les défenses aériennes et sont ressortis. C'est la puissance des F-35 américains. Et cette fois, nous avons sorti le B-2, parce que nous voulons entrer sans être détectés, et détruire les installations nucléaires souterraines qu'ils ont. Et l'Iran est extrêmement inquiet car ils utilisent notamment des défenses aériennes russes S-300 et S-400. Et comme l'a montré octobre 2024, ils ne détectent pas les F-35. Ils ne seront probablement pas capables de détecter les bombardiers B-2. C'est exactement pourquoi l'Iran ramène autant de puissance de feu qu'ils le peuvent, pour se préparer à une éventuelle frappe. Et voici un rapport à ce sujet. L'Iran continue de tenter de renforcer ses défenses aériennes en préparation d'une éventuelle frappe américaine ou israélienne sur l'installation nucléaire iranienne. Selon des images satellites disponibles commercialement, l'Iran a construit un nouveau radar à réseau Qadir dans la province de l'Azerbaïdjan occidental, dans le nord-ouest de l'Iran, ces derniers mois. Un analyste en source ouverte a rapporté le 2 avril que l'Iran a également récemment construit 2 radars Qadir dans le sud de l'Iran, près du golfe Persique et du détroit d'Ormuz. Les frappes de forces de défense israéliennes en octobre 2024 sur l'Iran ont endommagé 2 radars dans le sud-ouest de l'Iran. Un haut gradé militaire iranien a confié au Télégraphe le 3 avril que l'Iran lâche les Houthis, une information que nous avions déjà relayée. Cette déclaration fait très probablement partie d'une opération d'information iranienne, visant à obscurcir le rôle de l'Iran dans l'axe de la résistance et à dédouaner l'Iran de sa responsabilité dans les attaques par procuration contre les États-Unis et Israël. Cela pourrait faire partie de la stratégie, car le président Trump a déclaré il y a une semaine qu'une balle provenant des Houthis serait considérée comme une balle provenant de l'Iran. Cela implique que la riposte américaine ne visera pas uniquement les Houthis. Ils riposteront contre leurs mandataires, leur soutien, et c'est l'Iran. C'est aussi la Russie. Mais malheureusement, Trump n'a pas encore commenté la situation. Quoi qu'il en soit, revenons au tweet. Le commandement central américain a mené au moins 28 frappes, ciblant l'infrastructure et la direction des Houthis dans les zones du Yémen, contrôlées par les Houthis. La date limite est le 2 avril. L'Iran se sent vulnérable et craint une attaque imminente. Soit ils négocient un accord nucléaire, soit ils perdent leurs installations nucléaires. Ce n'est pas que nous qui le disons. Même le président Trump l'a dit aujourd'hui. Regardons ça. Je pense qu'il vaut mieux si nous avons des discussions directes. Je pense que cela va plus vite et que vous comprenez beaucoup mieux l'autre partie que si vous passez par des intermédiaires. Ils voulaient utiliser des intermédiaires. Je ne pense pas que cela soit nécessairement vrai désormais. Je pense qu'ils sont inquiets. Je pense qu'ils se sentent vulnérables et je ne veux pas qu'ils se sentent ainsi. Et je pense qu'ils veulent rencontrer l'Iran. Ils parlent de l'Iran. Ah, vous avez dit que vous ne pensez pas qu'ils veulent utiliser des intermédiaires. Ont-ils envoyé une autre lettre? Les Émirats Arabes Unis vous ont-ils informé de cela? Oui, je suis certain qu'ils souhaiteraient avoir des discussions directes. Pourriez-vous dire quelque chose sur ce que disait la lettre de l'Iran? Ils semblent préférer les discussions directes plutôt que les échanges par lettres, probablement pour simplifier les choses. Les 6 bombardiers V2 à Diego Garcia mettent vraiment la direction iranienne sous pression. Mais ce ne sont pas seulement les bombardiers que les États-Unis ont préparés pour l'Iran. La puissance de feu au Moyen-Orient est hors norme.
Et cela n'inclut même pas l'United States Ship Carl Vinson, un autre porte-avions qui vient du théâtre du Pacifique pour le Moyen-Orient. Actuellement, il est en Asie en route pour la mer Rouge, mais il devrait être ici très prochainement. Et je suis sûr que l'Iran ne sera pas content une fois que nous aurons un autre porte-avions au Moyen-Orient prêt à détruire les Houthis. Voici la puissance de feu actuelle des États-Unis et de leurs alliés au Moyen-Orient. La marine américaine a l'United States Ship Harry S. Truman, dans la mer Rouge, l'United States Ship Gettysburg, l'United States Ship Stout, l'United States Ship Jason Dunham, l'United States Ship Sullivan et l'United States Naval Ship Arctic. Maintenant, l'Union européenne a également ses frégates là-bas. Ils ont l'Italian Ship Federico Martinengo, le Hellenic Ship Hydra. La marine française est aussi déployée dans le golfe d'Aden. Ils ont le frégate Charles de Gaulle, le frégate Forbin, le frégate Alsace, le frégate Provence et le frégate Jacques Chevalier. Maintenant, cette dernière partie est également importante. Il y a une présence de la marine russe dans l'océan Indien, du côté de Chennai. Donc c'est comme de l'autre côté de l'Inde par rapport à Diego Garcia. C'est le Air Frégate Reski, le Air Frégate Alder, le RSF Benjia. La présence de la marine russe est soulignée, car nous avons eu aujourd'hui des déclarations intéressantes venant de Russie. Je doute que la Russie soit assez imprudente pour provoquer les États-Unis, mais rien n'est certain. 72 ans pensaient prendre Kiev en 3 jours. Ils croient peut-être pouvoir affronter les États-Unis. La Russie met en garde contre des conséquences catastrophiques après que Trump a menacé de bombarder l'Iran. Moscou a condamné l'avertissement de Trump de bombarder l'Iran s'il refuse un nouvel accord nucléaire, le qualifiant d'ultimatum inacceptable. Sergei Ryabkov, vice-ministre des Affaires étrangères, a averti que les frappes américaines sur l'infrastructure nucléaire iranienne déstabiliseraient la région et a appelé Washington à la désescalade. Le message de Trump est très clair. Pas d'accord signifie des actions supplémentaires. Il semble maintenant que les jours des Houthis se soient comptés. Du moins, c'est le signal que nous recevons de l'Iran. J'ai donc rapidement voulu revenir en arrière et voir comment les Houthis ont réussi à contrôler le territoire qu'ils contrôlent au Yémen. Et c'est à travers une guerre civile sanglante qui a commencé il y a seulement une décennie. YouTube vient de faire une annonce stupéfiante. Il paie les créateurs 64 millions de dollars par jour. Pourquoi ? Parce que YouTube manque de créateurs actuellement. C'est pourquoi vous voyez des vidéos sur votre page d'accueil qui ont moins de 1000 vues, comme celle-ci. Bien sûr, cela ne veut pas dire que tout le monde devrait lancer une chaîne. Mais si vous vous êtes déjà demandé si vous devriez commencer une chaîne YouTube ou une chaîne sans visage, c'est le moment parfait. YouTube paie des millions aux créateurs chaque jour, et il favorise maintenant plus que jamais les nouvelles chaînes et les petites chaînes. Mais je suis sûr que vous avez de nombreuses questions sur comment commencer et développer une chaîne. Je reçois ces questions dans mes emails tout le temps de certains d'entre vous. C'est pourquoi nous avons décidé de regrouper tous nos conseils YouTube dans un seul bootcamp de formation totalement gratuit. Si vous souhaitez lancer votre chaîne YouTube, inscrivez-vous à ce bootcamp en cliquant sur le lien dans la description ou en scannant le code Quick Response à l'écran. Ce bootcamp est stable comme un appel Zoom, limité à 100 personnes. Inscrivez-vous avant qu'il ne soit complet. Maintenant, retour à la vidéo. Voici le segment que nous avons fait il y a quelques mois sur la guerre civile. Le Yémen était déjà un État défaillant, même avant le début de la guerre civile moderne en 2014. En 2011, Ali Abdullah Saleh avait été le président corrompu du Yémen pendant plus de 30 ans. Un rapport de l'Organisation des Nations Unies a déclaré qu'il avait volé jusqu'à 60 milliards de dollars pendant son règne. Pendant ce temps, de nombreux Yéménites étaient appauvris et souffraient de la faim. Sans surprise, de nombreux Yéménites étaient mécontents de leur président. Ainsi, en 2011, suite aux protestations du printemps arabe dans de nombreux pays du Moyen-Orient, la révolution yéménite a débuté. Ce qui a commencé comme des protestations anti-gouvernementales a rapidement dégénéré en une guerre totale entre les loyalistes de Saleh et l'opposition. Des manifestants pacifiques ont été tués lors d'affrontements entre tribus, milices et forces gouvernementales dans les rues. En juin, le président Saleh a failli être tué lors d'une tentative d'assassinat au palais présidentiel. Saleh a probablement compris que sa population ne l'aimait plus, alors il a accepté de transférer le pouvoir à son vice-président Hadi en 2012. Toutefois, de nombreux Yéménites restaient insatisfaits. Hadi a remporté une élection où il était le seul candidat. Il est facile de gagner si vous êtes le seul candidat sur la liste. En 2014, la situation s'est aggravée quand le président Hadi a supprimé les subventions sur le carburant. Les Houthis, une milice du nord du Yémen, ont pris le contrôle de la capitale Sanaa, déclenchant la guerre civile.
Les Houthis ont fondé le Conseil politique suprême et ont entamé un combat contre le gouvernement officiellement reconnu de Hadi. L'aspect intéressant est le suivant. De nombreux pays, dont les États-Unis et l'Arabie saoudite, pensent que les Houthis sont des mandataires iraniens. Les preuves indiquent que l'Iran apporte un soutien militaire direct au groupe. Les Houthis suivent l'islam chiite, tout comme l'Iran. Le guide suprême de l'Iran a annoncé son soutien spirituel aux Houthis, mais nie toute implication militaire dans le conflit. Cependant, le président Hadi ne croit clairement pas cela. Il a déclaré qu'il hisserait à nouveau le drapeau du Yémen à Sanaa au lieu du drapeau iranien. Malheureusement pour le président, les Houthis n'étaient pas les seuls à vouloir que Hadi s'en aille. L'ex-président Saleh a critiqué et dénoncé Hadi, comme les Houthis, souhaitant sa démission. Les séparatistes du sud du Yémen ont rejoint le combat pour obtenir l'indépendance du reste du pays. Ce mouvement du Sud était allié de manière lâche au gouvernement de Hadi pour protéger le Sud de l'avancée des Houthis, mais leur nouveau gouvernement, le Conseil de transition du Sud, a pris le contrôle de nombreuses provinces qui appartenaient autrefois au gouvernement de Hadi, ce que le président n'a évidemment pas apprécié. Le groupe terroriste Al-Qaïda dans la péninsule arabique et l'État islamique ont également profité de l'instabilité au Yémen pour accroître leur influence dans le pays. Le gouvernement de Hadi avait perdu son emprise sur le pouvoir et le pays était en miettes. Si vous êtes perdu avec tous les groupes et organisations impliqués, retenez simplement ceci. Le Yémen est devenu un véritable désastre en l'espace de quelques mois. Lorsque les Houthis ont menacé de prendre le contrôle de la Mecque et de Riyad, 2 villes d'Arabie saoudite, la situation a encore plus dégénéré. Le jour suivant cette audacieuse annonce, l'Arabie saoudite est intervenue au Yémen avec une coalition de 9 autres pays. Cela comprend les Émirats arabes unis, l'Égypte, le Qatar et le Soudan. En gros, tous les amis de l'Arabie saoudite ont rejoint le combat. La coalition a soutenu le gouvernement de Hadi et le mouvement du Sud dans leur lutte contre les Houthis. La coalition saoudienne a déployé des milliers de troupes et lancé d'énormes frappes aériennes. Fait intéressant, les États-Unis, le Royaume-Uni et la France appuient tous la coalition saoudienne au Yémen via d'importantes ventes d'armes. De nombreux jets de combat, drones et bombes proviennent des pays occidentaux. L'Occident s'allie à l'Arabie saoudite car ils sont ennemis de l'Iran. Les ennemis de vos ennemis seraient de vos amis. Toutefois, ces ventes d'armes suscitent une vive controverse. L'Arabie saoudite et sa coalition ont à plusieurs reprises utilisé ces armes pour cibler des civils. Ils utilisent des attaques à double frappe. D'abord, ils frappent les bases militaires, puis ils bombardent les civils qui viennent à la rescousse pour aider. À cause de ces tactiques, ce qui a commencé comme une insurrection Houthi s'est transformé en l'un des conflits les plus sales du monde. Ajoutez à cela un système de santé défaillant, une malnutrition généralisée et de l'eau potable insalubre, et le chaos est complet. Au début de 2022, la guerre avait directement et indirectement coûté environ 377 000 vies au Yémen, et le pays est toujours en miettes. Comme le montre la carte, 3 camps principaux se disputent toujours le contrôle. Le nord, avec la capitale Sanaa, est toujours contrôlé par les Houthis, probablement soutenus par l'Iran. Le sud est contrôlé par le mouvement du Sud, allié à la coalition saoudienne, et le reste du Yémen par le gouvernement officiel, soutenu par cette même coalition.